Vous voyez mon support ou pas? Non, pas en plein écran, là. Alors, Oui, c'est parti. Ton support, je l'ai qu'en petit, là. bizarre. Alors, attends, je vais le repartager. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Alors, un petit problème technique à régler. Et on va démarrer. Est-ce que là, Laura, David, vous voyez mon support en grand? Ouais, Oui. c'est bon. Là, oui. C'est bon? Bon, alors on va démarrer. Bonjour à toutes et tous donc. Bienvenue pour ce troisième rendez-vous de l'Observatoire. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire après celui qui s'était tenu, notamment à la présence de David Kousker, hein, qui se présentera début janvier, où on avait vraiment traité, notamment avec Olivier Bouba-Olga, des impacts de la crise, c'est-à-dire en gros, hein, on avait dressé un panorama de ce qui s'était produit durant l'année 2020. L'idée aujourd'hui, c'était de faire une petite synthèse des travaux de l'Observatoire sur les erreurs, et notamment ce que l'année 2021 avait pu produire, et puis essayer de commencer à poser certaines choses sur le degré d'exposition des territoires à la crise énergétique et à la crise économique qui se profile. Donc là, on sera plutôt sur des éléments un peu de projection, d'anticipation, donc on sera très prudent dans nos conclusions. Et donc voilà, nous, ce que je présenterai pour l'Observatoire. Et donc, David Kousker est notre invité aujourd'hui du cabinet Trindéo. Merci David d'être à nouveau présent pour nous faire part de tes travaux. Je te laisse te présenter rapidement. Oui. Donc, Trindéo, on produit depuis maintenant 13 ans des données sur l'emploi et l'investissement en France qui sont rentrées dans une base de données dans laquelle donc on enregistre toutes les annonces de création de plus de 5 emplois, de suppression de plus de 5 emplois, les investissements de plus d'1 million d'euros, les levées de fonds. Et tout ça est classé par secteur et territoire, ce qui permet d'avoir une bonne vision à chaud des dynamiques de l'investissement, des investissements, les tensions par secteur, les dynamiques territoriales aussi. Et donc tout ça est accessible dans des bases de données. Alors une base de données pour la France, accessible par abonnement, donc à laquelle on a des groupes de clients dans l'emploi, dans le développement économique et dans les cabinets de conseil. Et puis une deuxième base de données plus récente, depuis 2016, sur l'investissement international, donc qui recense les investissements industriels dans le monde. Voilà. Très bien, merci beaucoup David. Juste pour rappel, ce webinaire donc, se tient dans le cadre de l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise, qui est un projet d'intérêt général qui est notamment accompagné et financé par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, Intercommunalité de France, anciennement ADCF, et puis l'Association des directeurs généraux de communautés. Normalement, leurs représentants devraient être présents aujourd'hui, mais a priori, alors David Lebras a eu un empêchement dernière minute, et on attend peut-être la connexion d'Isabelle Laudier de l'Institut et de Charlotte Sorin pour Intercommunalité de France. Et sinon, juste quand même pour les remercier, ce webinaire a été préparé par Simon Billot, donc de l'Observatoire. Laura Poyer est à la manette, comme d'habitude, pour les aspects techniques, et puis je suis donc Olivier Portier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, je coordonne et je pilote l'Observatoire, notamment en collaboration avec Vincent Passini, qui lui est professeur associé au CNAM, avec qui nous sommes associés dans ce projet à travers le laboratoire LIRSA. Donc voilà pour ce petit coup de pub. Sur les règles du jeu du webinaire, l'idée, hein, c'est d'essayer quand même d'entrer le plus en interaction possible avec vous, participants. Aujourd'hui, on est un peu moins nombreux que d'habitude pour les rendez-vous. En général, enfin, on a été jusqu'à présent plus de 200 ou plus de 100. Donc, on est dans une configuration plus intimiste. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, même oralement. Et donc, du coup, sur le déroulé, en fait, on aura deux temps principaux. Je vais vous présenter les travaux de manière assez synthétique. Je vais essayer de faire moins dense que d'habitude, que nous avons produit à l'Observatoire pour vous faire un léger retour en arrière sur les effets donc, du rebond observé durant l'année 2021 et notamment le comparer aux effets de la crise qui s'est vraiment produite et qui a impacté les territoires en 2020. À l'issue de ce premier temps, vous pourrez réagir, poser des questions, soit par le chat, soit même oralement. N'hésitez pas à prendre la parole, c'est quand même plus interactif, plus agréable. Ensuite, un petit temps sur les quelques données dont on dispose à travers le système statistique usuel, hein, notamment les données URSAF et la DARES. Donc l'URSSAF, c'est pour les données d'emploi salarié privé, la DARES sur les données de chômage,
pour essayer de voir à peu près où nous en sommes aujourd'hui dans les territoires. Donc là aussi, vous pourrez réagir, poser des questions. Et puis quelques cartes, vous verrez, à dimension un peu, non pas boule de cristal, mais essayer de cartographier en fait les zones de risque sur le plan économique par rapport notamment à la crise énergétique et sur le plan social par rapport au degré d'exposition des ménages à l'inflation du coût de l'énergie. Et là encore, vous pourrez réagir. Ensuite, donc, je passerai la main à David, qui nous présentera de manière plus détaillée, sans doute beaucoup plus qualitative, grâce à sa base de données, donc les effets globaux de la reprise 2021-2022, avec sans doute, j'imagine, David, des données plus fraîches que celles que moi je pourrais produire. Et puis, tu nous feras part de ta perception des choses par rapport à la question du ralentissement de la dynamique économique et de cette éventuelle entrée dans cette nouvelle crise économique qui se profile, ou en tout cas que redoute à peu près, il y a, me semble-t-il, un vrai consensus là-dessus des économistes notamment, des perspectives économiques qui semblent vraiment très très délicates à l'horizon fin 2022 et probablement donc 2023 dans un contexte hyper inflationniste avec une crise géopolitique à nos portes. Et on en reparlera aussi des entreprises qui commencent à enregistrer des difficultés et à être en souffrance. Donc voilà pour le déroulé de la matinée. Sur les règles du jeu, j'y reviens parce que c'est important et c'est vrai que le webinaire n'est pas l'outil absolu pour communiquer et échanger, mais surtout n'hésitez pas à nous interpeller. Vous avez pour ça donc le chat et vous pouvez prendre la parole notamment à l'issue de nos interventions. Une précision, la seconde règle du jeu, c'est que nos supports seront diffusés à l'issue du webinaire. Et puis, vous pourrez également revisionner notre webinaire sur notre chaîne YouTube ou le diffuser à des collègues qui souhaiteraient éventuellement y avoir accès. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, premier élément, première intervention centrée sur les impacts du rebond et le degré donc d'exposition des territoires à la crise énergétique en cours. Donc, premier point, les effets territoriaux du rebond. Donc, l'année 2021 que j'ai essayé de mettre en perspective avec ce qui s'était produit pendant la crise. Donc, ici, on va plutôt traiter d'une certaine manière de ce qu'on pourrait appeler hier. On n'est pas vraiment sur le temps présent, même si, je le répète, avec le système statistique public, qui est malgré tout très efficace en France, on a toujours un temps de retard. Donc là, on va quand même regarder de manière un peu rétrospective, se rappeler l'intensité du choc de 2020 et surtout regarder comment s'est réparti finalement le rebond de l'activité économique à l'échelle territoriale et si ce rebond a permis de plus ou moins bien compenser les effets du choc observés en 2020. Donc, vous avez ici deux tableaux en fait qui mettent en perspective le tableau du haut pour l'année 2020, le tableau du bas pour l'année 2021 par trimestre, l'évolution de l'emploi salarié privé et des demandeurs d'emploi. Alors, je le dirai ici, je le répéterai pas à chaque fois, à l'Observatoire, nous privilégions sur l'analyse de l'évolution des demandeurs d'emploi une entrée sur les catégories ABC. Pourquoi? Parce que les A, aujourd'hui, pour le dire rapidement, on a fait un webinaire là-dessus si ça vous intéresse, qui s'appelait Impact sur le marché du travail des territoires. Les catégories A, qui sont les demandeurs d'emploi, qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'ont pas travaillé dans le mois, ne représentent plus à peu près que la moitié de l'ensemble des demandeurs d'emploi comptabilisés par Pôle emploi. Et en fait, leur poids s'est effondré en gros depuis 1996, où ils représentaient 75% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc on est passé de 3/4 à la moitié, tandis que les B et C, qui sont les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite, plus ou moins de 78 heures, mais qui recherchent malgré tout un emploi, ont eux vu leur nombre multiplié par 4 et 7 depuis 96. Donc en fait, ça renvoie au mouvement de précarisation des conditions d'emploi. Donc aujourd'hui, pour réellement pouvoir traiter analyser la dynamique de l'emploi dans les territoires, il faut clairement privilégier une approche sur les A, B, C et plus uniquement sur les A. Voilà, cette parenthèse est refermée. Rentrons dans le vif du sujet. Donc par exemple, sur l'année 2020, quelques éléments de rappel sur l'emploi salarié privé. On avait subi un choc absolument phénoménal au premier trimestre. En l'espace finalement de 15 jours avec le premier confinement, on avait perdu plus de 500 000 emplois salariés privés. Les demandeurs d'emploi, eux, n'avaient pas encore subi de choc particulier, donc continuaient en fait à enregistrer la trajectoire antérieure de la période tout à fait favorable de 2014-2019. Ils baissaient. Ensuite, interviennent les premières mesures gouvernementales, chômage partiel. Il me semble que les prêts garantis par l'État ont rapidement été développés donc pour soutenir les entreprises. Donc les baisses perdurent au deuxième trimestre, vous voyez, en termes d'emploi, mais elles ralentissent.
Et le nombre de chômeurs, en revanche, lui, commence à augmenter rapidement. Au troisième trimestre, l'activité était un peu repartie. Vous voyez d'ailleurs que l'emploi rebondit très fortement, 374 000 demandeurs d'emploi. Alors évidemment, derrière cette dynamique de l'emploi, sont masquées ici très largement l'évolution de l'emploi intérimaire, qui avait constitué, comme souvent en période de crise, mais plus encore avec celle-ci, la première variable d'ajustement. Et l'emploi intérimaire s'était littéralement effondré au premier et deuxième trimestre, tandis qu'il avait repris très fortement au troisième. Le chômage continue d'augmenter au troisième trimestre. Et au quatrième trimestre, intervient un nouveau confinement, l'activité ralentit à nouveau assez sensiblement. On avait perdu pas mal d'emplois, 116 000 emplois salariés privés, tandis que le chômage, lui, entamait une légère décrue. Ce qui fait qu'au global, sur l'année 2020, on a perdu 1,8% d'emplois salariés privés, c'est à peu près 330 000 emplois. On a enregistré une augmentation des demandeurs d'emploi abaissés d'un peu plus de 260 000, donc c'est une progression très rapide de 4,6%. Donc un bilan assez catastrophique, proche finalement de ce qu'on avait observé lors de la crise de 2008. Mais on peut aussi le relativiser, puisqu'au regard finalement de la nature du choc et de son intensité réelle, si les mesures gouvernementales n'avaient pas été prises et qui se sont révélées extrêmement efficaces, le choc aurait été sans doute beaucoup, beaucoup plus violent. Et on avait d'ailleurs présenté une carte dans un rendez-vous précédent où on mettait en perspective à l'échelle des territoires l'évolution qu'aurait pu connaître l'emploi salarié privé si les mesures gouvernementales n'avaient pas été prises. On avait des données qui nous permettaient de simuler ces éléments-là. Et évidemment, le choc était 2 voire 3 fois plus puissant et donc aurait été véritablement dévastateur. Ensuite, donc, le tableau du dessous qui nous donne des éléments, lui, relatifs aux effets de la reprise, aux effets du rebond. Premier trimestre 2021, on voit effectivement que l'emploi salarié privé augmente. Un peu plus de 150 000 emplois salariés privés créés en France. La demande d'emploi diminue. Le deuxième trimestre, une bonne dynamique perdure, à la fois pour l'emploi et pour le chômage, même elle s'accélère. Troisième trimestre, période un peu plus difficile, l'emploi continue de progresser, mais à un rythme plus tempéré, et le nombre de chômeurs, quant à lui, tend plutôt à stagner. Et le quatrième trimestre, ça redémarre légèrement, la baisse du chômage s'amplifie, ce qui fait qu'au global, sur l'ensemble de l'année 2020, on a créé 658 000 emplois salariés privés. C'est 3,6% d'emplois salariés. Donc, effectivement, c'est à relier à ce pic d'activité qu'on a connu. On a même eu une économie mondiale en surchauffe. L'économie française, après s'être effondrée avec des pertes de PIB, j'ai plus les chiffres en tête, mais de l'ordre de 10% en 2020, enregistré une très forte croissance économique qui donc s'est répercutée sur les emplois et la demande d'emploi qui a été en forte baisse. Ce qui fait qu'au global, en fait, entre l'avant-crise fin 2019 et fin 2021, on a créé plus de 330 000 emplois et on a 88 000 demandeurs d'emploi en moins. Donc, d'une certaine manière, on pourrait considérer que les effets de la crise ont été assez largement amortis, voire compensés. Si on engage une approche sur le plan économique plus sectorielle, vous avez ici de manière très agrégée l'évolution de l'emploi salarié privé pour les 17 grands secteurs d'activité de la NAF, suivant la période de crise observée en 2020, donc T4 2019, T4 2020, ensuite le rebond et puis l'ensemble de la période. Ces secteurs sont classés par ordre décroissant de l'évolution de l'emploi sur l'ensemble de la période. Et on voit d'ailleurs qu'on a, si je ne dis pas de bêtises, 5 secteurs d'activité qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise. C'est le secteur autres produits industriels, fabrication de matériel de transport, équipements électriques, électroniques et informatiques, activité immobilière, activité financière et d'assurance qui a enregistré une légère baisse. C'est ici, vous voyez, 830 emplois perdus, une baisse de moins 0,1%. Et puis, coquefaction et raffinage, un secteur qui pèse aujourd'hui relativement peu d'emplois, mais qui a malgré tout subi un choc significatif. Ces dynamiques négatives s'expliquent à la fois par le choc très violent observé en 2020, où quasiment tous les secteurs d'activité ont enregistré des pertes, à l'exception de la construction et du secteur administration publique, défense, enseignement. Vous voyez, c'est les deux seuls secteurs qui, en 2020, avaient été parvenus à créer de l'emploi. Lors du rebond, on n'a que 3 secteurs d'activité qui ont continué à en perdre sur les 17 représentés ici. Le secteur fabrication de matériel de transport, activité immobilière et coquefaction et raffinage. Donc 3 secteurs qui finalement n'ont pas réussi à profiter du rebond. Et pour les 5 qui sont ici, si on enlève les 3 qui n'ont pas profité du rebond, donc pour 3 d'entre eux, pardon, on en a 6, on voit que le rebond n'a pas permis de compenser en fait les pertes subies lors du choc de 2020. Donc des impacts sectoriels très hétérogènes
assez variés. On a produit des éléments sur les dynamiques de l'emploi par secteur d'activité qu'on a produit dans nos différents webinaires thématiques. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. On avait fait un webinaire en décembre dernier sur l'industrie. On en a fait un sur commerce et consommation. On en a fait un aussi récemment, là, le dernier en date, sur le tourisme. Donc là, vous pouvez retrouver de manière détaillée des éléments d'analyse sectorielle. Et si on regarde tout cela de manière beaucoup plus territorialisée, donc ici à l'échelle des zones. Olivier, excuse-moi, Oui, je peux faire une petite remarque sur le tableau d'avant? bien sûr. Ouais. Juste là, il y a un effet des nomenclatures INSEE en fait qui est un peu trompeur. C'est que quand on regarde par exemple les activités financières et d'assurance, on est à moins 830 en emploi, donc c'est un peu l'épaisseur du trait de crayon. Et en Tout à fait, fait. ce qui est trompeur, c'est que il y a beaucoup de ce qu'on appelle des fintechs, c'est-à-dire des startups financières qui sont classées dans information et communication. Donc D'accord. il y a un phénomène qui est intéressant, c'est que et je pense qu'il y a un peu la même chose dans les activités immobilières, parce que nous, on a vu passer pas mal de développement de startups dans l'immobilier aussi, et en tout cas dans le secteur activité financière et d'assurance, ça c'est certain. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'inscrivent dans les activités financières et de l'assurance qui, en réalité, sont dans le secteur, sont dans l'information et communication qui, là, on voit une très forte hausse. Et je pense que c'est D'accord. le cas dans pas mal de secteurs de services. Alors, ce qu'il faudrait qu'on fasse, bon, on l'a déjà fait, mais on peut regarder jusqu'à la NAV 700 en fait pour alors. De toute façon, s'il y a un problème de classification initiale, Ah oui, ça, on ça, peut rien y faire. on peut rien y faire. Mais effectivement, ce qu'on peut produire, et ça, on est en train d'améliorer notre plateforme cartographique et notre page d'accueil de l'observatoire. On pourra mettre en ligne un tableau Excel à la NAV 700 pour avoir le détail en fait de la dynamique de l'emploi parce qu'effectivement, à l'intérieur aussi de ces secteurs, on peut avoir des situations tout à fait hétérogènes, hein. Mm. Et donc, effectivement, ça peut être trompeur que de travailler à cette échelle. Donc, j'entends bien ce que tu dis, David, et du coup, là-dessus, peut-être qu'on peut essayer de proposer quelque chose qui permette d'avoir une information fine, même si, évidemment, elle ne sera pas parfaite à cause des problèmes de nomenclature. Du coup, je reprends le fil. David, c'est bon, Oui, oui, c'est bon, c'était juste une remarque. Donc ici, vous avez l'évolution par trimestre de l'emploi salarié privé des demandeurs d'emploi à l'échelle des zones d'emploi françaises. Donc, très rapidement, les zones d'emploi, c'est quoi? Il y en a 305 en France, elles sont fabriquées par l'INSEE et la DARES, et c'est des périmètres au sein desquels plus de la moitié des actifs qui y vivent y travaillent. Donc c'est un périmètre intéressant, c'est ce qu'on appelle un zonage d'études, donc qui ne répond à aucune réalité institutionnelle, mais au moins à des réalités fonctionnelles qui est très intéressant, notamment pour travailler sur les dynamiques du marché du travail. Et donc, la première série de cartes ici en haut porte sur l'évolution de l'emploi salarié privé et celle du bas sur l'évolution des demandeurs d'emploi. Et donc, on est sur l'ensemble de l'année 2021, donc cette année de rebond. Et vous voyez qu'on a beaucoup de bleu sur ces cartes. Quand on a du bleu, c'est que la situation, la dynamique est plutôt positive. Quand on a du rose-rouge, c'est qu'elle est plutôt négative. Donc sur les cartes du haut, du bleu, c'est une augmentation de l'emploi salarié privé. Sur les cartes du bas, c'est une baisse des demandeurs d'emploi de catégorie A. Et on voit, bon, quels que soient finalement les trimestres, notamment le premier trimestre 2021, à peu près toutes les zones d'emploi françaises profitent d'une dynamique économique favorable avec une hausse de l'emploi. On n'a que 24 qui subissent encore des pertes, notamment certaines situées le long de la frontière avec la Suisse. On a aussi la Haute-Maurienne vanoise ici, territoire très spécialisé dans le tourisme de ski et qui a été surimpacté. On a la métropole de Nice, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on a la zone d'emploi de Nice, pardon, qui est ici, qui a été plutôt impactée pendant le premier trimestre 2021. Ensuite, le second trimestre, la conjoncture s'améliore encore, la dynamique économique se repartit de manière encore plus homogène. On n'a plus que 12 territoires qui sont un peu en berne. La dynamique économique apparaît très très forte, notamment dans les territoires alpins qui sont redynamisés et qui commencent vraiment à compenser les pertes très violentes qu'ils ont pu subir en 2020. Les Drômes se portent aussi plutôt bien. La Corse, c'est plutôt mitigé. Et donc, quelques zones éparses, une douzaine, qui ont été frappées par des baisses. Ensuite, le troisième trimestre, là, la conjoncture se tend un petit peu plus. La dynamique économique, on l'a vu tout à l'heure au niveau national, était un peu plus atone. On a 82 zones d'emploi qui enregistrent des baisses. On les observe assez densément dans la partie Auvergne-Rhône-Alpes, le long, là encore, de la frontière avec la Suisse. On a aussi évidemment les zones d'emploi très industrielles de Belfort-Montbéliard, situées à l'est.
On a quelques zones d'emploi franciliennes qui subissent un petit peu ce ralentissement. Et puis la région centre, qui on verra est souvent quand même une région qui a été surimpactée ou marquée par une capacité de rebond plutôt modérée. Ensuite, le quatrième trimestre, à nouveau, la situation s'améliore considérablement. 35 zones d'emploi seulement enregistrent des pertes. Là aussi, elles se répartissent de manière relativement éparse, sans que ce soit marqué sans que cela dessine des géographies particulières. Du point de vue des demandeurs d'emploi, donc les cartes qui figurent en bas, vous avez ici au premier trimestre, on voit les effets de la reprise et de sa consolidation ne produisent pas encore véritablement d'effets sur l'ensemble du territoire national. Et on voit aussi assez largement les zones d'emploi de la diagonale du vide qui sont marquées encore par une augmentation, mais plutôt contenue, hein, comprise entre 0 et 2% du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. Les baisses sont assez significatives dans ce que j'appelle le bloc productif de l'Ouest français, donc des territoires situés dans le pourtour, en gros, de la métropole de Rennes et de Nantes, assez spécialisés, hein, dans la production. On y retrouve les territoires vendéens, avec les herbiers dont on parle si fréquemment, par exemple. Les territoires des Alpes, du massif alpin enregistrent une très forte baisse des demandeurs d'emploi. On est sur des niveaux de volatilité dans ces territoires assez extrêmes. Le deuxième trimestre, hein, très favorable, on l'a vu sur le plan économique ici, et extrêmement favorable sur le plan du marché du travail. Uniquement 5 zones d'emploi, dont certaines plutôt deux en Guyane. Et vous voyez, on a 2 zones d'emploi du massif alpin, donc la Maurienne et la Tarentaise. Donc ce sont ces seules zones d'emploi. Alors il manque la 5e, elle doit être, je pense, en Guadeloupe, sur la frange ouest de la Guadeloupe. Donc une baisse généralisée là, des demandeurs d'emploi au T2. Le troisième trimestre, donc avec cette conjoncture économique qui se tend un peu, 175 zones d'emploi qui enregistrent une progression de la demande d'emploi, là encore plutôt de manière contenue, entre 0 et 2%. Ça se détériore dans le bloc productif de l'Ouest français notamment, avec vous voyez, quelques tâches un peu saumon, là, un peu plus marquées. Et puis, quatrième trimestre 2020, l'activité reprend, le chômage repart vraiment et assez nettement, sensiblement à la baisse. On n'a plus qu'une trentaine de zones d'emploi marquées par une hausse du chômage, notamment en Corse, hein, qui se trouve très frappé ici au quatrième trimestre 2021. Donc le bilan géographique est quand même assez exceptionnel durant l'année 2021. On voit bien que le rebond s'est déployé de manière quasi continue avec une légère parenthèse entre guillemets au T3, au troisième trimestre, mais que ce rebond a quand même profité à quasiment l'ensemble des territoires français. Et du coup, si on synthétise tout cela à l'année, donc vous avez ici le même mode de représentation, mais pour l'évolution non plus trimestrielle, mais annuelle des emplois et des demandeurs d'emploi. Donc carte du haut, évolution de l'emploi salarié privé, durant l'année 2020 ici, durant l'année 2021 et sur l'ensemble de la période, grosso modo, avant crise jusqu'aux dernières données disponibles, décembre 2021. Et donc on voit sans surprise 2020 annus horribilis, euh, effondrement de l'emploi salarié privé à peu près partout. Alors je dis effondrement donc dans 279 zones d'emploi, mais ayez bien en tête que cet effondrement aurait été sans doute plus du double si les mesures gouvernementales n'avaient pas été prises. Lorsque l'on observe l'évolution de la masse salariale du secteur privé, qui elle restait comptabilisée en fait par les URSSAF, on voit bien que celle-ci s'est littéralement effondrée, puisqu'en fait les rémunérations étaient prises en charge par le chômage partiel qui sortait du coup de leur bilan comptable. Donc l'emploi baisse partout à peu près, dans 279 zones d'emploi sur 305. Donc on a quelques résistants qui se répartissent de manière assez éparse, notamment on en a pas mal dans les DROM. Et puis, du point de vue du chômage, là aussi, hein, du rouge et du rouge vif à peu près partout. Et cette carte de la dynamique du chômage nous avait beaucoup intéressé à l'Observatoire parce qu'elle corroborait en fait une hypothèse qu'on avait formulée au tout démarrage de la crise, où on avait produit, pour ceux qui nous suivent peut-être s'en souviennent-ils, une carte sur le degré d'exposition macroéconomique possible des territoires à la crise sanitaire en émergence. Et on s'était appuyé sur les revenus territoriaux. Et on avait classé les revenus captés par les territoires suivant leur degré d'exposition ou suivant le fait qu'ils étaient plutôt abrités. Et ça nous avait dressé une géographie qui, au départ, nous avait plutôt semblé contre-intuitive. En gros, cette carte avait mis en lumière le fait que ce qu'on avait appelé les locomotives, alors non pas les métropoles, mais par locomotive, on entendait les territoires qui, avant la crise du Covid, se développaient le mieux.
c'est-à-dire enregistrer plutôt des bonnes croissances de l'emploi, des dynamiques démographiques plutôt favorables, des situations sociales plutôt avantageuses, qu'on retrouvait plutôt en Île-de-France, en Alsace, avec aussi les territoires du sillon lorrain qui profitent de la dynamique luxembourgeoise qui était en train de se développer. On avait les territoires frontaliers de Franche-Comté, le Genevois français, les territoires alpins, les métropoles de l'Ouest français, le bloc productif de l'Ouest français. Voilà ce qu'étaient, dans notre jargon, les locomotives, tandis que les wagons étaient plutôt les territoires qui vivaient de la redistribution nationale, qui étaient enfermés dans des trajectoires de développement défavorables, qu'on retrouvait assez massivement dans ce qu'on moi j'appelle aujourd'hui le Y du vide, qui part pour la partie du Y du Cotentin jusqu'au Massif central et qui rejoint la fameuse diagonale du vide qui part du Grand Quart nord-est au Grand Quart sud-ouest. Donc, cette carte était venue effectivement corroborer notre hypothèse. On voit bien ici que ce sont plutôt les locomotives, Île-de-France, Alsace, territoires frontaliers, les territoires rhône-alpins aussi, très dynamiques avant crise, avec un combo productif et résidentiel attractif. Vous voyez, on subit les hausses de demandeurs d'emploi les plus intenses, avec notamment du rouge vif et très foncé dans les territoires du massif alpin, donc spécialisés dans le tourisme. Les territoires franciliens ont également fortement subi, et les territoires frontaliers ont également subi des impacts économiques et sociaux assez lourds. Et là, je vous renvoie vers le webinaire qu'on a réalisé sur le sujet, si vous voulez avoir des informations spécifiques. Donc 2020, une année, pour le dire vite, catastrophique sur le plan économique, sur le plan social. 2021, donc année du rebond, et là, c'est un peu la bouffée d'oxygène, beaucoup de bleu, même quasiment que du bleu. Vous voyez, on n'a que 3 zones qui continuent à perdre de l'emploi pendant la période. Donc, on a Montbéliard, donc bastion automobile, une zone d'emploi francilienne et une zone d'emploi à cheval sur la région centre. Et la région, non, c'est dans la région centre, pardon. Idem pour les demandeurs d'emploi, où on voit que ils ont diminué à peu près partout. On n'a que 3 zones d'emploi. Elles sont toutes situées dans les Drom, si je ne dis pas de bêtises, 2 en Guyane, une en Guadeloupe. Toutes les zones d'emploi françaises ont enregistré une baisse des demandeurs d'emploi de catégorie ABC durant l'année 2020, avec une dynamique particulièrement favorable. Cette carte est assez étonnante. Sur la partie ouest de la France et nord-ouest, on voit bien les zones très en bleu qui se dessinent ici, en partant du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Pays Basque. Sur l'emploi, on voit aussi un peu se dessiner ce qu'on appelle aujourd'hui le U de la croissance, qui était la dynamique et la géographie qui se dessinait avant la crise du Covid par rapport aux créations d'emplois, où ces créations d'emplois étaient plutôt très fortes si on partait pour le dire vite là encore, de Rouen, en passant par Rennes, Nantes, Bordeaux, et en allant jusqu'à Toulouse, sachant que le quart sud-est était quand même en train un peu de s'essouffler. Et puis donc, du coup, si on regarde l'ensemble de la période pour essayer de voir si le rebond a permis de compenser ou d'amortir le choc très violent enregistré en 2020, vous avez ces 2 cartes, en haut toujours sur l'emploi, en bas sur le chômage. Et on voit qu'effectivement, quand même, globalement, le rebond a été tout à fait profitable, puisque seulement 48 zones d'emploi n'ont pas reconstitué leur stock d'emploi salariés privés d'avant-crise. Et ces zones d'emploi se localisent assez massivement le long de la diagonale du vide dans sa partie nord-nord-est, notamment toute la partie ouest de la Bourgogne-Franche-Comté et la partie est de la région centre. Grand Est aussi, malheureusement, un nombre de zones d'emploi assez significatif qui n'a pas reconstitué son stock. On retrouve alors une fameuse locomotive, si je puis dire, le Genevois français, qui vraiment a été surimpacté par la crise, tant sur le plan économique et social, alors même que c'était un territoire hyper performant avant crise, mais confronté même à une forme de surchauffe, notamment sur le plan résidentiel et du coup des problématiques environnementales croissantes. On a aussi la vallée de l'Arve, si je ne dis pas de bêtises, donc là, territoire plutôt industriel, et puis les territoires touristiques de la Tarentaise et de la Maurienne qui ont été très impactés. Donc voilà, une petite cinquantaine de territoires qui ne reconstituent pas leur stock d'emploi, mais au regard de la violence du choc de 2020, on peut trouver que le bilan est tout à fait positif. Du point de vue de la demande d'emploi, alors là, sur les territoires en fait qui ne retrouvent pas leur situation d'avant-crise, cette carte est assez nette. On voit bien ressortir quand même certaines locomotives. On voit notamment la métropole de Toulouse, qui, si elle a reconstitué son stock d'emploi, n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise, en termes de demandeurs d'emploi.
On a la Lozère et l'Aveyron qui sont plutôt aussi dans des situations inconfortables. Nos territoires frontaliers, les territoires du massif alpin, les territoires notamment frontaliers avec le Luxembourg et les territoires franciliens qui sont frappés donc sur l'ensemble de la période par une hausse de la demande d'emploi, donc qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise. Donc là encore, au global, un rebond qui quand même permet largement d'amortir le choc, même si encore aujourd'hui à peu près 70 zones d'emploi n'ont pas retrouvé un marché de l'emploi qui fonctionne comme avant. Alors là, on a donc essayé de comparer là où on en est par rapport à là où on en était avant la crise. C'est une façon de faire pour essayer d'évaluer si le rebond a permis de compenser ou d'amortir le choc, mais aussi on peut raisonner différemment et raisonner de manière un peu théorique, c'est-à-dire se dire quelles auraient été finalement les dynamiques de développement des territoires si cette crise du Covid et ses effets indirects, économiques, sociaux, ne s'étaient pas produits. Donc du coup, ce qu'on a fait avec Simon Billot, et c'est Simon qui l'a réalisé d'ailleurs, on a en fait projeté à l'échelle des zones d'emploi l'évolution de l'emploi et des demandeurs d'emploi comme si en fait entre 2019 et 2021, ils avaient évolué au même rythme que lors du cycle antérieur, c'est-à-dire entre 2014 et 2019. Donc en gros, on projette les tendances antérieures pour la période nouvelle et on compare la situation théorique, c'est là où les territoires auraient pu en être s'ils avaient continué à enregistrer des évolutions similaires à la période 2014-2019. Et donc on compare cette situation théorique à la situation réelle. Et donc sur les deux cartes que vous avez ici, celle de gauche porte sur l'emploi, celle de droite sur les demandeurs d'emploi. Vous avez en bleu en fait les territoires qui font mieux qu'attendu et en rouge ceux qui sous-performent, qui font moins bien qu'attendu. Donc en gros, ici sur la carte de l'emploi, en bleu, les territoires qui ont créé plus d'emplois qu'attendu, donc qu'attendu par rapport au rythme de croissance qu'ils avaient avant la crise du Covid. Et pour les deux FM, en bleu, les territoires qui ont perdu plus de demandeurs d'emploi qu'attendu, c'est-à-dire au regard de la dynamique observée entre 2014 et 2019. Et donc, du coup, la géographie que ces deux cartes nous offrent, c'est qu'on peut voir sur la carte de l'emploi ici que, par exemple, les métropoles de Rennes et Nantes ont plutôt sous-performé et que leurs périphéries ont plutôt été aussi sous-performantes. Elles ont certes créé de l'emploi, mais à un rythme inférieur à celui observé entre 2014 et 2019. Donc, du coup, elles ne sont pas en fin 2021 au niveau où elles pourraient être. La région centre apparaît comme très clairement sous-performante, l'Île-de-France aussi, la Picardie, notamment l'Oise. En Grand Est, un nombre assez important de territoires sous-performent, notamment les territoires alsaciens, qui, je le répète, étaient plutôt en grande forme avant crise. Les territoires frontaliers de Franche-Comté, aussi, là encore, on voit le Genevois français qui sous-performe. Les territoires industriels des Alpes, donc Vallée de l'Arve et Oyonnax. Et puis, certains territoires touristiques comme le Mont Blanc et la Tarentaise sous-performent. Sur le plan du chômage, là encore, on voit vraiment se dessiner ce U là, dont je parlais tout à l'heure, avec un littoral, un ouest français qui est plutôt en état, en dynamique de surperformance, donc qui enregistre des pertes de demandeurs d'emploi, enfin une baisse, pardon, des demandeurs d'emploi supérieure à ce qu'on aurait pu attendre. Pareil pour la Corse, le pourtour méditerranéen aussi tend plutôt à surperformer. Une majorité des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, sauf que dans la partie donc rhône-alpine, on voit encore le Genevois français, les territoires productifs alpins et quelques territoires touristiques, notamment le Mont Blanc et la Maurienne qui sous-performent, et quelques territoires frontaliers, je ne sais plus si je l'ai dit, l'Île-de-France qui tend aussi à sous-performer. Donc si ensuite on prolonge l'exercice, on analyse un peu par strate de taille, de zones d'emploi. L'idée, c'est pas de révéler des lois intangibles, mais de regarder quand même en tendance et en moyenne comment tout ça se prolonge. Donc, vous avez ici l'évolution de l'emploi salarié privé entre 2019 et 2021, et ici l'évolution des demandeurs d'emploi par strate de taille de zone d'emploi. Donc, on va de la plus petite à la plus grande, et ici, on a juste décomposé les zones d'emploi avec une métropole et celles sans métropole. Rapidement, qu'est-ce que l'on peut percevoir, mais je vous laisserai regarder ça à tête reposée quand vous pourrez, quand on vous diffusera le support, notamment pour la période, donc l'année 2020, année de crise par strate. Les zones d'emploi les plus impactées en pourcentage, c'était les plus petites, moins de 9. Mais vous voyez que les plus grandes aussi ont enregistré une baisse hyper intense. Et ça renvoie en fait à un sujet qu'on a traité dans un cahier de recherche qu'on a
fait pour l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. La grande différence entre les effets de la crise de 2020 sur un plan géographique avec celle de 2008, c'est que le choc a été beaucoup plus concentré dans les territoires et notamment dans les territoires urbains. Ça, c'était plutôt contre-intuitif. Et notamment dans certaines métropoles. Et notamment la métropole du Grand Paris a subi un choc extrêmement violent avec la crise de l'année 2020, puisqu'il a à la fois frappé la consommation et l'offre productive et notamment aussi le secteur touristique. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas de loi absolue, c'est-à-dire que ce n'est pas en moyenne les plus petits ou les plus gros qui ont été impactés, mais ce qui était intéressant, c'était de voir que les zones d'emploi avec une métropole ont plutôt été lourdement frappées. Donc en fait, si vous voulez, d'une certaine manière, l'évolution observée à l'échelle de l'ensemble des strates a suivi une forme de courbe en U inversée avec les deux extrêmes qui ont été les plus impactés. Ensuite, le rebond, il a profité à tous les territoires, on l'a vu, et donc à toutes les strates, et notamment celle qui en a le plus profité en moyenne, c'est plutôt les petites zones d'emploi, mais on est quand même sur des dynamiques en moyenne plutôt aléatoires, puisque vous voyez, on a 5,2 pour les plus petites, 3,8 pour celles de 10 000 à 20 000, 4,2 pour celles de 20 000 à 5 000, à 50 000, etc. Et puis sur l'ensemble de la période, 2019, 2021, on a ces 4 premières strates qui enregistrent les baisses les plus significatives, et puis celles qui sont de plus grande taille enregistrent des augmentations de l'emploi, mais plus modérées, notamment les plus grandes d'entre elles qui ont profité d'une progression que de 0,7% de leurs emplois salariés privés. Et là encore, vous voyez, les zones d'emploi avec métropole ont fait plutôt moins bien que celles qui n'en ont pas. Donc si le choc s'était plutôt concentré sur les grands territoires urbains, le rebond a quand même en moyenne, je dis bien en moyenne, et attention, les moyennes cachent d'énormes disparités à l'intérieur des catégories, ont plutôt profité aux territoires non métropolitains. Si on regarde du côté du chômage, alors là, semble se dessiner une relation croissante entre la taille des zones d'emploi et la dynamique du chômage. C'est-à-dire plus elles sont petites, plus l'augmentation des demandeurs d'emploi a été contenue, plus les zones d'emploi sont grandes, plus leur progression a été forte. Et là encore, vous voyez que les zones d'emploi avec une métropole ont subi un choc plus intense en moyenne. Le rebond, il s'est généralisé en termes d'emploi à toutes les catégories. Il a été plutôt plus favorable là au grand territoire. Et vous voyez d'ailleurs que les métropoles, enfin les zones d'emploi avec une métropole, ont fait mieux que les autres en moyenne avec un point de différentiel. Ce qui fait qu'au global, sur l'ensemble de la période, celles qui ont quand même en moyenne profité de la meilleure tendance, c'est les plus petites, moins 3% de baisse des demandeurs d'emploi, tandis que vous voyez, en moyenne, les plus grosses ont malgré tout enregistré une augmentation de leur demande d'emploi. Ce qui fait que la diminution des zones d'emploi avec une métropole a été plutôt plus contenue qu'en moyenne dans les autres territoires. Donc pas de relation absolue, si vous voulez, entre la taille des territoires et leur capacité de résilience et de rebond, mais on a quand même des tendances moyennes qui sont plutôt révélatrices du fait que les petits territoires, en moyenne, j'insiste, ont pu plutôt bien résister et bien rebondir. Ensuite, une carte ici, très rapidement, ça je vous laisserai la regarder. On va sans doute refaire un webinaire sur l'industrie dans les prochains mois pour voir le rebond justement du tissu industriel dans une époque qui cherche véritablement, marquée par la volonté politique des acteurs économiques de redynamiser l'industrie dans le pays, alors même que malheureusement on est confronté à une crise énergétique qui va venir largement léser et plomber le secteur. Donc là, vous avez une carte de l'évolution de l'emploi salarié privé industriel entre 2019 et 2021. Donc en bleu, là où il y a progression de l'emploi, et en rouge, là où il y a baisse. Et on revoit bien là se dessiner une géographie assez familière, notamment ce U de la croissance, avec une progression des emplois industriels sur les franges plutôt nord-ouest, ouest et même grand quart sud-est, et les franges, on va dire les grandes franges franciliennes et l'Île-de-France, plutôt impactées par un choc. Et là, vous avez le détail. L'impact de 2020, qui est massif, beaucoup de rouge quasiment partout. L'industrie a vraiment subi un choc assez violent, assez lourd, et un rebond qui se généralise avec certaines zones particulièrement dynamiques. Donc voilà ces premiers éléments pour comparer un petit peu les effets du rebond avec la crise. Là, j'étais un peu long, mais mes deux autres parties seront un peu plus courtes. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions? David, est-ce que tu veux rebondir? Est-ce que Laura, on a des questions dans le chat ou quelqu'un voudrait prendre la parole avant que je reprenne le fil? Non, pas de remarque. C'est juste extrêmement frappant la sous-performance de l'ensemble des métropoles, à part la Normandie peut-être et les Hauts-de-France. La carte est quand même assez impressionnante.
Ouais, l'Île-de-France, et ça on l'avait vu notamment dans le cahier de recherche, a vraiment subi un choc intense, hein, parce que du fait d'une spécialisation dans des secteurs plutôt surexposés, et puis des capacités propres finalement insuffisantes. Et notamment l'Île-de-France a sans doute été un peu plombée aussi dans sa capacité de résilience et de rebond par le fait qu'une grosse partie de la population a quitté le territoire pendant les confinements. Et ça, il est possible que ça ait produit une sorte d'effet de scarification, quoi, comme une cicatrice un petit peu, et grévé et la capacité de résilience et la capacité de rebond. Mais aussi, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la sous-performance de Nantes-Rennes. Et puis, quant au territoire touristique, là, on n'est pas du tout surpris, c'est assez logique. Pas de questions dans le chat, Laura? Non, non, non. Moi, par contre, j'ai une question, Olivier. Oui. Oui, bonjour. Je trouve Ah, que les deux Isabelle, cartes, tu nous quand as on regarde. rejoint. Oui, en fait, si, mais je me suis connectée un petit peu en retard, mais j'étais connectée. Par contre, j'avais pas trouvé le système pour apparaître. Mais bon, Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Simplement, oui, entre les deux cartes, je suis un peu étonnée. Ça fait quand même deux cartes un tout petit peu différentes. On a à peu près les mêmes lieux qui sous-performent, mais quand tu regardes l'emploi ou les demandeurs d'emploi, ça fait pas exactement la même chose. alors ça, c'est un phénomène tout à fait contre-intuitif, mais qui est très fréquent. Au niveau territorial, la dynamique de création d'emplois explique assez peu l'évolution du chômage. Et la variable la plus discriminante, en fait, c'est la dynamique démographique. Premier point, c'est-à-dire qu'on peut avoir des territoires qui vont perdre de l'emploi et dans le même temps enregistrer une baisse du chômage. Je parle de manière théorique là, mais enfin, c'est des cas qui existent, hein. Donc, on peut créer de l'emploi et voir le chômage augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, la population active diminue. Donc, le stock d'actifs diminue et ça entraîne assez mécaniquement une baisse du chômage. Donc, en fait, il n'y a pas toujours un lien très étroit entre les deux. Par exemple, les métropoles avant crise, notamment pour celles de l'Ouest français qui enregistraient des dynamiques économiques exceptionnelles, voyaient croître très rapidement leur nombre de chômeurs et avaient un taux de chômage relativement élevé parce qu'elles étaient très attractives sur un plan résidentiel et enregistraient une très forte croissance de leur population active. Donc, d'une certaine manière, parfois dans certaines configurations, je parle ici en dehors du schéma crise du Covid, résilience rebond ici, hein, mais la progression du chômage peut presque être interprétée comme un signe de vitalité, en tout cas sur le plan démographique et de l'attractivité résidentielle. Donc, on avait fait d'ailleurs dans le webinaire sur le chômage, une typologie qui croisait en fait évolution du chômage et évolution des emplois pendant la crise et pendant le rebond pour matérialiser ce phénomène et bien cartographier de manière assez visible. Là, on avait des configurations plutôt contre-intuitives et là, on avait des configurations assez naturelles, c'est-à-dire bah, là où j'ai l'emploi qui augmente, j'ai le chômage qui diminue. Mais là, attention, hein, on met en perspective sous- et surperformance. Donc, on peut être sous-performant, mais quand même enregistrer une baisse de la demande d'emploi. Et on peut être sous-performant en termes d'emploi salarié privé, mais malgré tout enregistrer une hausse de l'emploi. C'est juste qu'on ne fait pas aussi bien qu'attendu. C'est pas Ah, forcément. d'accord. Oui, Si oui. sur l'emploi en rouge, c'est pas forcément qu'il y a une baisse de l'emploi. C'est Oui, qu'on en oui, crée tout à fait. pas autant Oui, oui, qu'attendu. oui, oui, tout à fait. Ok. Voilà. Du coup, pas d'autres questions, je poursuis. Ok, je continue. L'idée là, mais David, je pense, nous présentera beaucoup plus d'éléments sur où on en est aujourd'hui. Sur le plan territorial, c'est complexe, comme je vous l'ai dit en introduction. Le système statistique, malgré ses qualités, est un peu lent. On est moins pourvu en informations qu'au niveau macroéconomique national. Et donc là, ici, on a mobilisé quelques données qu'on a en stock hein, depuis un moment, mais qu'on ne sortait pas sur notamment les liquidations d'entreprises puisque, comme vous le savez sûrement, en fait, hein, on en parle beaucoup, que ce soit durant l'année 2020 ou 2021, ce qu'on appelle le nombre de défaillances d'entreprises est descendu à un niveau historiquement bas, ce qui au départ était totalement contre-intuitif avec la crise qu'on traversait, mais qui s'est effectivement très rapidement expliqué par le fait que les mesures gouvernementales, notamment PGE, suspension de charges sociales, chômage partiel, avait très largement permis à des entreprises d'affronter la crise et même, et fait un peu d'aubaine, avait permis à certaines entreprises qu'on peut appeler de zombies, qui étaient déjà en difficulté avant la crise, finalement en bénéficiant de ces perfusions, de se maintenir en vie. Et puis en plus, il y a un biais statistique qui était lié au fait que les tribunaux de commerce, qui sont ceux qui recensent en fait et qui comptabilisent les liquidations, les défaillances, ont fermé
une grosse partie de l'année 2020. Donc, du coup, on n'a pas pu comptabiliser par définition les défaillances ou les liquidations. Donc, 2020-2021, des défaillances à un niveau qui reste historiquement bas, qui ont tardé à commencer à réaugmenter. On a commencé à les voir un peu recroître à partir de la fin de l'année 2021, mais on restait encore sur un niveau très inférieur à celui d'avant-crise. Et puis 2022, là, ça commence un peu malheureusement à s'agiter. Notamment, on voit les travaux de la Banque de France qui mettent en lumière le fait qu'effectivement, les difficultés des entreprises commencent à s'accroître, notamment pour rembourser les dettes sociales. Il y a des difficultés croissantes aussi pour rembourser les PGE. Donc, on voit bien que là, le système commence un peu à se fracturer. Et le problème, c'est qu'en plus, on rentre dans une période extrêmement délicate, notamment hyperinflationniste. On a beaucoup entendu parler dans la presse ces grands industriels, notamment les verriers, qui sont obligés, comme par exemple Duralex, les cristalleries d'Arc, qui sont obligés de mettre en suspens leur activité, de mettre leurs actifs au chômage partiel, puisque la facture énergétique est beaucoup trop lourde à l'heure actuelle pour pouvoir perpétuer leur activité. Donc là, vous avez une carte des liquidations. Donc on est en général sur des tout petits volumes, attention. Et c'est pour ça on vous a pas mis d'évolution en pourcentage. Simon Bio a juste matérialisé les intercommunalités où on constate une augmentation du nombre de liquidations, donc ici au premier trimestre 2022, et en vert, là où on observe encore une baisse. Donc le nombre de territoires affectés d'une hausse est en augmentation, et on va là véritablement assurer un suivi à l'observatoire trimestriel grâce à l'aide de notre partenaire l'entreprise Mon Territoire qui retraite les données du BODAC et du fichier Sirène. Donc, comme ça nous permet de les remonter de manière assez fraîche. Donc voilà, on voit bien, vous voyez, dans le petit tableau, on voit côté 1 2022, donc par rapport au T4 2021, les liquidations ont progressé très rapidement au niveau national. C'est une augmentation de 1500 liquidations. Donc c'est des petits volumes, mais c'est des signaux intéressants à suivre pour voir si le tissu économique ne commence pas à se fragmenter. Ensuite, la carte la plus fraîche que l'on ait sur l'emploi salarié privé de source URSSAF porte sur le premier trimestre 2022. Donc, vous avez ici l'évolution de l'emploi salarié privé donc, durant le premier trimestre 2022, donc par rapport au T4 2021. Donc, beaucoup de bleu là encore. On a quand même 85 zones d'emploi qui perdent de l'emploi au T1 2022. Donc, avec une situation économique, effectivement, qui commence à se tendre, notamment avec le démarrage du conflit ukrainien. Et je rappelle qu'au quatrième trimestre 2021, seulement 35 zones d'emploi perdaient de l'emploi. Donc, une situation qui commence peut-être à se tendre. On attend impatiemment les données du deuxième trimestre pour voir là si c'est juste un petit effet de conjoncture ou si on est sur un trend plutôt à la baisse des créations d'emplois dans les zones d'emploi. Et du point de vue du chômage, on a des données un peu plus fraîches qui portent sur le deuxième trimestre 2022. Alors là, c'est encore entre guillemets la panacée, puisqu'on n'a que 5 zones d'emploi. On les voit, elles sont toutes concentrées dans le massif alpin, donc territoire touristique spécialisé dans le ski. On a des baisses qui se généralisent encore à l'ensemble des zones d'emploi. Et vous avez ici la carte du premier trimestre. Donc, on est sur un trend vraiment structurellement baissier. Baisse généralisée au premier trimestre, baisse généralisée à l'ensemble des territoires au second, et on le voit au niveau national. Alors là, il y a une petite erreur que je n'ai pas corrigée dans notre tableau, c'est pas T4 2019, T4 2022. On modifiera la version avant de vous la diffuser. C'est entre T4 2021 et T4 2022. Vous voyez, le chômage continue de baisser à un rythme très rapide. Alors, c'est le grand paradoxe de la période. On en parlait un peu avec David Kousker avant de démarrer. Un niveau de chômage qui continue de baisser, un taux de chômage qui baisse lui aussi, qui est un niveau quasiment historiquement bas. On en a beaucoup parlé aussi, alors même que les difficultés de recrutement semblent n'avoir jamais été aussi élevées. Mais c'est là où là-dessus, il faut peut-être être prudent, c'est que il y a des impressions, des intuitions qui sont probablement fondées et notamment qui renvoient à la situation de certains secteurs où on parle de tensions sur le marché du travail extrêmement fortes. Mais quand les spécialistes, les analystes, notamment Nadine Levrato a produit des éléments là-dessus, ça démontre qu'en fait, la France est structurellement marquée par des difficultés de recrutement et qu'aujourd'hui, globalement, nous ne sommes pas à un niveau de difficulté de recrutement supérieur à ce que l'on pouvait observer avant crise. Donc là, il y a un hiatus entre ce que la statistique nous montre de manière a priori objective et ce qui est ressenti, ce qui est vécu par les acteurs économiques.
Est-ce que vous avez quelques questions sur voilà là où on en est aujourd'hui? Ou est-ce que David, Isabelle, pas de réaction? J'allais te David, couper, Olivier. Il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si tu alors, veux y répondre. tu peux les prendre parce que j'ai mon support, je ne peux pas Ouais, les lire. Tu bien peux sûr. me les lire? Alors, je prends la dernière, je ne les prends pas dans l'ordre. Une question de Nadine Michel. Est-ce que vous disposez d'éléments prédictifs, photographie du tissu économique, taille des entreprises, secteur d'activité, filière, etc., Ok, super. impactés par la crise inflationniste et énergétique actuelle? Alors, est-ce que tu peux me la relire? J'ai été déconnecté. Mince, on a perdu Olivier. Alors, on va attendre une petite minute qu'il se reconnecte. Il a dû avoir un petit souci technique. Alors, le revoilà. Tu nous entends, Ouais, Olivier? désolé. Ouais, je vous entends. Vous m'entendez? Ouais, Désolé, ouais, j'ai été déconnecté. Tu peux me reposer la question? ouais, bien sûr. Alors, est-ce que vous disposez d'éléments prédictifs, photographie du tissu économique, donc taille des entreprises, secteur d'activité, filière, etc., impactés par la crise inflationniste et énergétique actuelle? Alors, non, des éléments prédictifs, non. En revanche, en conclusion de mon topo, je présenterai quelques cartes justement sur le degré d'exposition possible à la fois des tissus économiques locaux et des ménages au regard de la précarité énergétique. Effectivement, il faudrait qu'on arrive à affiner un petit peu nos analyses. C'est là-dessus on va vraiment travailler dans les mois à venir. Et en même temps, un certain nombre de données vont commencer à tomber pour nous permettre d'apprécier les effets délétères de l'inflation et de la crise énergétique dans les territoires. On a fait un webinaire sur le commerce et la consommation et nous avions invité comme expert la société IRI, qui est un cabinet qui en fait collecte toutes les informations de caisses des supermarchés. Et ils produisent des études et des analyses à une échelle fine, territorialisée, sur l'évolution du chiffre d'affaires dans la grande distribution, ventilé éventuellement par produit, etc. Mais aussi, du coup, ils ont des éléments territorialisés sur les dynamiques inflationnistes. Donc, on va travailler avec eux là-dessus pour voir s'il est possible de mobiliser leurs informations pour produire quelques cartographies sur la dynamique inflationniste, alors évaluée ici uniquement au prisme de la grande distribution dans les territoires. Mais pour le moment, on est un peu sec, c'est assez compliqué, mais je reviendrai là-dessus dans mon dernier topo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, question de Nicole. Quelles sont les entreprises défaillantes depuis 2022? Alors ça, j'ai pas trop en tête, mais il y a des travaux qui sont réalisés, me semble-t-il, par la Banque de France et puis le cabinet Asterès, qui ont produit des éléments au niveau national pour effectivement déterminer dans quel secteur et quelles strates de taille d'entreprise sont plutôt impactées actuellement. Mais moi, à ce stade, j'ai pas les informations en tête. On n'a pas les moyens à l'observatoire d'avoir les liquidations par strate de taille, etc., ce qui est une limite, hein, je l'entends bien, parce qu'effectivement, quand on voit une entreprise de 500 salariés liquidée ou de 3 salariés liquidée, c'est pas la même chose, mais on va aussi essayer de creuser la question. Peut-être que David pourra nous donner quelques éléments là-dessus sur les grosses entreprises qu'il aurait vu éventuellement disparaître dans ces bases de données. Pas d'autres questions? Si, donc question de Charlotte Descamps. Peut-on croiser des cartos avec les revenus de redistribution? Charlotte, si vous voulez, on peut vous inviter à monter sur scène, hein. Ah, bonjour Charlotte. Oui, on peut. Bien sûr, on peut. Et effectivement, en fait, c'est ce que je voulais proposer à Isabelle et à Yann de Maréchal, qui n'est pas là aujourd'hui. Pour le prochain rapport de recherche, c'est croiser un peu plus en fait ces éléments macroéconomiques territoriaux sur ce qu'on appelle les moteurs du développement, et notamment de quoi vivent les territoires. De quel type de revenus vivent-ils? Vivent-ils plutôt des revenus productifs concurrentiels, des revenus publics, des revenus dits résidentiels qui comprennent les pensions de retraite, les dépenses touristiques, les revenus pendulaires, ou des revenus de la redistribution nationale, c'est-à-dire les revenus socialisés du type allocation chômage, aide de lutte contre la pauvreté, aide au logement, etc. Ça, c'était vraiment les grosses hypothèses qu'on avait formulées par rapport aux effets de la crise en 2020 et aux effets du rebond. Ça nous avait permis d'identifier qu'effectivement, ce qu'on appelait donc les locomotives, j'en parlais tout à l'heure, allaient probablement être surimpactées, et les données d'évolution de l'emploi et du chômage l'ont démontré. Et on avait fait l'hypothèse que les locomotives auraient une capacité de rebond supérieure aux wagons.
Les wagons étant donc ces territoires plutôt vivant de la socialisation, de la redistribution nationale et inscrits dans des trajectoires de développement défavorables. Sur le rebond, il faut qu'on creuse. Ça semble beaucoup plus mitigé que ça. Notamment, je l'ai dit, les territoires franciliens, on l'a vu, même les territoires du bloc productif de l'Ouest français ont plutôt eu tendance visiblement à sous-performer. Donc voilà, donc il faut qu'on croise, qu'on avance un peu. Ça, c'est vraiment l'objet d'investigation très poussée. Il faut qu'on approfondisse ça. Donc, réponse un peu longue, Charlotte, mais oui, c'est prévu. Il faut qu'on mette ça sur l'ouvrage. Pas d'autres questions? Et une dernière remarque, tu parlais, Olivier, tout à l'heure d'une présentation sur l'industrie à venir. Et donc, Nadine Michel demande si il y a une idée du calendrier pour ce futur webinaire. Non, pas encore, puisqu'on en a déjà un programmé en novembre sur capacité de résilience des territoires avec le Shift et l'association Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement en novembre. On en a un sur la fiscalité à la fin du mois. On avait envisagé d'en faire un sur les métropoles dans le courant de l'année, mais je le verrai plutôt en janvier-février 2023, celui sur l'industrie. Comme ça, on aura suffisamment de recul pour avoir des données fraîches. Donc, c'est pas encore stabilisé, mais voilà l'idée. Pas d'autres questions? On a fait le tour. Très bien. Et donc, pour terminer, donc juste quelques éléments synthétiques. On en a beaucoup plus, hein, mais que vous pourrez retrouver sur la plateforme cartographique. Essayez d'apprécier. Je dis bien apprécier. Hein, on n'a pas de boule de cristal et on n'a pas de modèle prédictif, en tout cas nous à l'Observatoire. Quels pourraient être donc les impacts de la crise en cours et qui se matérialise clairement aujourd'hui par une crise énergétique, une crise inflationniste, et puis qui est petit à petit en train de se transformer en une crise économique, hein, comme la plupart des économistes, il semble y avoir consensus là-dessus. On redoute une crise économique très violente en 2023. Beaucoup de signaux sont au rouge. On a produit ici une carte qu'on a déjà présentée dans des webinaires régionaux sur la part des emplois concentrés dans les secteurs d'activité les plus énergivores. Il existe une association qui s'appelle l'UNIDEN, qui regroupe les plus grands industriels consommateurs d'énergie. Parmi cette association, on a des industries qui concentrent à peu près 70% de la consommation énergétique nationale. Et ils ont listé donc les secteurs d'activité qui consommaient le plus d'énergie. On a pris ces secteurs et on a regardé à l'échelle des intercommunalités françaises ce que pesaient ces secteurs hyper énergivores dans l'emploi salarié privé des intercommunalités. Donc plus on est en orange, rouge foncé, plus la part de ces emplois et de ces secteurs est importante, plus on est en orange, jaune clair, moins elle est importante. Donc sous-entendu, il est tout à fait possible que compte tenu de la spécialisation économique de territoires en orange et rouge, ces territoires soient les plus impactés par la crise énergétique dans la mesure où leurs secteurs d'activité dépendent énormément de l'énergie. Donc ça, c'est un premier angle, un premier axe je n'ose pas dire de projection, mais de tentative d'anticipation. Donc on ne voit pas vraiment de géographie particulière se dessiner, on voit quand même malgré tout que la région Grand Est présente une forte densité en territoire, en intercommunalité, on va dire surexposée. Le nord aussi des Pays de la Loire, la Bretagne aussi présente un nombre d'intercos relativement exposés. Et puis, on voit aussi quand même se dessiner très globalement une distinction entre un nord et un sud. Hein, on pourrait couper la France en deux, suivant un axe, en gros, Royan-Genève, où au sud, on a quand même une densité de territoire exposé un peu moindre, et au nord, un peu plus importante, sachant que de ce point de vue-là, les territoires franciliens apparaîtraient plutôt comme sous-exposés. Donc, c'est une carte qui vise à dire attention, vigilance dans certains territoires. Il se pourrait que la crise énergétique ait vraiment des répercussions économiques assez violentes. On a produit tout un tas d'autres cartes sur la consommation de gaz, la consommation d'électricité par secteur d'activité. Et notamment, on a essayé d'estimer en fait le degré d'efficacité énergétique de ces secteurs dans les territoires, en rapportant en fait le volume de consommation d'énergie au nombre d'emplois, par exemple, du secteur agricole, du secteur tertiaire ou du secteur industriel. Ces cartes-là, vous pourrez les retrouver sur le site de l'Observatoire. Elles permettent là aussi de pointer du doigt les risques éventuels auxquels sont confrontés les territoires face à la crise énergétique. Ensuite, une deuxième entrée, c'est essayer d'apprécier quelle est la vulnérabilité des territoires au regard
de l'exposition de leur ménage à la crise énergétique, et notamment au renchérissement du coût du pétrole et du gaz. Et donc là, on a utilisé les données de l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui diffuse des données à l'échelle intercommunale sur la part des ménages exposés à la précarité énergétique liée au logement et ou à la mobilité. Donc, vous avez ici la carte globale. Donc, plus on est en rouge foncé, plus le degré d'exposition des ménages est important, plus la part des ménages exposés à la précarité énergétique dans l'ensemble des ménages est importante. Et là, on voit, alors c'est Charlotte parlait tout à l'heure de la carte sur les revenus sociaux. Ici, on a vraiment en négatif la carte des revenus des territoires exposés, au choc de 2020. Ce qui nous laisse à supposer que finalement les effets territoriaux de la crise qui vient pourraient être géographiquement très distincts de celle qui s'est produite en 2020. Ça, c'est une nouvelle hypothèse qu'on formule et à laquelle on pourra répondre qu'une fois qu'on aura des données sur notamment l'année 2023. Si malheureusement, effectivement, la crise économique, et qui donc deviendra probablement sociale, advient. Donc, on voit vraiment ici le fameux Y du vide qui part du Cotentin, même si c'est un peu moins marqué vers le Massif central. C'est un peu mieux autour d'Orléans. Et puis, la diagonale du vide ici, surtout dans sa partie bourguignonne, Centre-Val de Loire et Limousine. Et puis ici, vous avez le détail, c'est la part des ménages exposés à la précarité énergétique liée à la mobilité, donc liée au coût du carburant, et ici liée au logement. Donc on voit que ces deux thématiques offrent des géographies quand même assez distinctes, et si la diagonale du vide semble autant exposée à la précarité énergétique, ça semble surtout lié au fait qu'ils sont très exposés à la précarité énergétique liée au logement, et donc ça renvoie bien à l'enjeu stratégique de rénovation du parc de logement pour essayer de pallier en fait les effets délétères de cette inflation des coûts énergétiques. Et puis voilà, dans le prolongement, pour vous montrer ce dont on dispose, pour avoir des choses plus fines, vous avez ici une cartographie, enfin 2 cartographies de la part des ménages dont la source d'énergie principale est le fioul ou le gaz. Donc à gauche, le fioul, donc notamment les logements qui chauffent au fioul, avec une géographie toute particulière. Je fais très vite, je ne vais pas tout commenter, mais c'est notamment les territoires franc-comtois et frontaliers, une partie du nord de l'Occitanie et du sud de l'Auvergne, la Bretagne centrale, la partie centrale des Hauts-de-France, et puis quand même la périphérie, on va dire, nord de Grand Est. Et puis le gaz, une géographie assez particulière également, notamment les franges frontalières des Hauts-de-France qui sont marquées par une surreprésentation des logements qui se chauffent au gaz, et puis plutôt un sud de la France plutôt marqué par une sous-représentation de ce type de consommation énergétique pour les logements. Donc voilà, si vous voulez, quelques éléments qui visent à essayer de poser des risques potentiels qui planent sur le territoire au regard de la crise énergétique que nous traversons. Est-ce que vous avez des questions sur ce dernier chapitre? Alors, sur le chat. Alors, il y avait une question d'Agnès Collonclair qui demandait la liste des activités les plus énergivores, mais Lucas Lepage lui a répondu, donc en précisant l'agroalimentaire, l'automobile, la chimie, les ciments et chauds, la construction, l'énergie, les métaux, etc. Et notamment la verrerie aussi, mais les ciments sont vraiment ce sont les industries qui consomment le plus. Je crois j'ai vu que notre Laurent Dalstein, notre plus fidèle suiveur, qui nous dit situation actuelle, les collectivités UPCI contraintes de réduire les plages d'ouverture de leurs équipements publics. Oui, effectivement, les collectivités ne seront pas en reste et ils sont frappés par une augmentation de la facture énergétique absolument colossale. Je discutais la semaine dernière, notamment avec les directeurs de lycée, qui voyaient déjà les prix de la nourriture pour les cantines augmenter considérablement et surtout la facture de chauffage exploser. Donc, on voit bien que là, on prend en fait ici véritablement la mesure de manière très factuelle de la fragilité finalement du modèle anthropocène qui repose sur une énergie plutôt à bas coût jusqu'à présent et abondante. Et voilà, là, on rentre dans un régime sous contrainte
Et la grande question qui va se poser, c'est quel est notre degré d'adaptabilité pour faire face finalement à l'émergence de ces nouvelles situations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'en vois pas d'autres. Laura, Non, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ok, écoutez, merci pour vos questions. Je vais céder la parole à David. Alors attends, je te libère Alors, juste avant, une nouvelle question vient d'arriver. Et n'irait-on pas vers un blackout de l'investissement local? C'est assez sombre. Ça, je crains effectivement que mécaniquement la capacité d'investissement des collectivités soit grévée. C'est ça qu'on redoute, c'est qu'on sort quand même déjà d'un épisode très très lourd, très grave, où on a mobilisé notamment des financements quasiment comme jamais. Donc on se retrouve avec un niveau de finances publiques, avec des finances publiques particulièrement exsangues. On voit le poids de la dette dans la production de richesse nationale qui n'a cessé d'augmenter. Donc, est-ce qu'on va être en capacité de remobiliser de tels moyens, en tout cas financiers? La question se pose, et elle se pose tant pour l'État que les collectivités locales. Donc, un blackout, j'en sais rien, essayons de rester positif, mais en tout cas, ça, je ne sais pas si Charlotte a des éléments d'information qui remontent des adhérents d'intercommunalité de France et qui disent qu'effectivement, notamment compte tenu de leur facture énergétique, c'est l'investissement qui va morfler dans les mois et peut-être années à venir. Charlotte? Alors à ce stade, il n'y a pas, il y a surtout une difficulté à stabiliser les prévisions budgétaires 2023 parce qu'on a un tel envol des contrats énergétiques qu'on se retrouve avec des intercommunalités qui doivent renouveler des contrats qui s'achèvent avec des multiplications par 10 du contrat initial. Et donc aujourd'hui, elles sont en train de recalculer sur quoi elles peuvent faire des efforts, ne serait-ce qu'en termes de fonctionnement. Donc on le voit, il y a des réflexions sur les piscines, ça c'est fait par le délégataire, mais c'est aussi des réflexions sur certains bâtiments publics. C'est plus aujourd'hui un fléchage qui se fait, et d'ailleurs ça a été demandé explicitement, sur les bâtiments les plus consommateurs, comment gérer les horaires d'ouverture. On n'a pas encore eu de signaux sur l'investissement, on a surtout des signaux et des recherches frénétiques sur un resserrement des factures de fonctionnement. Voilà, donc ça va poser des questions de continuité du service public, ça va poser des questions d'arbitrage entre services publics à la population. Enfin voilà, donc on est plutôt dans cette phase-là en fait aujourd'hui, dans ce qui nous remonte. Mais je pense qu'on va arriver après à la question de l'investissement aussi. Ouais. Mais dans l'immédiat, on est surtout dans le vertige d'une flambée des contrats et de la négociation très compliquée qu'il y a avec les opérateurs en matière d'énergie, parce qu'on n'arrive pas du tout à contracter à des tarifs qui permettent de tenir les budgets. Donc, est-ce qu'on est sur des budgets qui sont insincères? Est-ce qu'on est sur des budgets qui sont en déséquilibre, sachant que c'est une obligation d'avoir un budget à l'équilibre? Donc, ça secoue beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'on entend souvent ce fameux x10 sur les factures d'énergie. Ça fait peur. Et en plus, on a quand même des mesures qui permettent de contenir ça. Donc, c'est assez anxiogène. Merci Charlotte. Oui. David, on te laisse la main? Oui. Alors, est-ce que vous avez mon écran là? Non, pas encore. Ah, alors. Ça y est. Parfait. Alors, ce que je vais présenter, c'est une note sur la tendance de ce qu'on observe en termes de création et de suppression d'emplois et puis de différents indicateurs, principalement au premier semestre 2022 et avec quelques données sur le mois d'août également.
qui seront diffusés dans la journée justement à nos abonnés. Ce qu'on voit, c'est et l'impression générale, c'est qu'on est un peu suspendu. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement qui est indéniable, mais il intervient à un tel niveau d'activité qu'il est pour le moment encore pas douloureux en termes d'emploi. Et notamment quand on parle des entreprises qui se sont mises à l'arrêt en raison du coût de l'énergie, ça se traduit pas encore par des licenciements. C'est-à-dire qu'elles ont à peu près toutes, sauf quelques petites, elles ont à peu près toutes dit on va en profiter pour rénover le site, où on met à l'arrêt la moitié du site et on va faire un peu de chômage partiel. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de grandes décisions ou d'impact trop douloureux sur l'emploi. Si on compare par exemple sur les 8 premiers mois de l'année, donc 2021 et 2022, par grand type d'activité, donc la logistique, centre d'appel, hébergement de serveurs, point de vente, production agricole, et on regarde l'écart entre les chiffres pour la logistique, par exemple en 2021 sur les 8 premiers mois, on avait 12 000 créations nettes enregistrées, on n'en a plus que 5 000 en 2022, donc c'est le secteur qui ralentit le plus fortement. Et c'est probablement moins un impact direct de la crise maintenant que un ralentissement après un investissement très très fort pendant la période où tout le monde était confiné, où la vente à domicile, où la livraison à domicile explosait. Et donc on avait eu un investissement massif qui a fortement ralenti, mais on est encore à des niveaux positifs. Là, tous les grands types d'activités sont encore en positif, avec les services qui continuent à progresser. L'industrie qui progresse encore sur l'ensemble des 8 premiers mois, alors que traditionnellement aussi, et c'est une des caractéristiques de ce moment, l'industrie était la première à souffrir en cas de ralentissement. Donc pour le moment, on a une situation un peu atypique où on observe effectivement un ralentissement, mais pas encore d'impact sur l'emploi, ou en tout cas pas au niveau de ce que le bruit ambiant et les annonces sur le prix de l'énergie et autres laissent présager. Donc c'est un peu cette impression un peu bizarre qui se traduit dans les données qu'on produit. Ce qu'on voit quand même, c'est que si on prend ici, là, on a les 8 mois pris globalement. Si on regarde l'écart entre chaque mois de janvier 2022, chaque mois de 2022, pardon, comparé avec 2021, on a bien un début d'année, c'est la courbe de droite, hein, où janvier 2022 était très supérieur à 2021, et puis l'écart se dégrade régulièrement, devient négatif en avril, et juillet-août, on est presque à zéro, mais on a bien quand même une décélération très nette à l'intérieur de ces 8 premiers mois de l'année, mois après mois. Ce qu'il y a, c'est que globalement, le début de l'année a été tellement bon que même sur l'ensemble du semestre, on ne voit pas de ralentissement marqué. Mais il y a indéniablement une tendance. Alors, sur un des indicateurs qu'on suit sur les relocalisations, elles sont bien en baisse au premier semestre 2022. On passait de 45 relocalisations au deuxième semestre 2022 à une trentaine deuxième semestre 2021 à une trentaine au premier semestre 2022. C'est principalement un effet de la fin des enveloppes France Relance. C'est-à-dire qu'on voyait énormément de projets. L'an dernier, 40% des projets de relocalisation à peu près étaient assortis de la mention on a reçu des subventions de France Relance. Et là, on a l'impression qu'on a, c'est que ça a quasiment disparu. Donc, les projets de relocalisation qui restent sont ceux qui sont autofinancés. Et la partie France Relance a à peu près disparu. Ce qu'on voit aussi, c'est que à droite en haut, les délocalisations sont pas vraiment en augmentation. Il n'y a pas d'augmentation marquée. On est en tout cas très très loin de niveaux qui avaient été atteints en 2009.
Sur les ouvertures et fermetures d'usines, c'est pareil. On a même une légère augmentation au nombre d'ouvertures de sites industriels annoncées au deuxième trimestre 2022. On n'a pas d'augmentation des fermetures, donc on a un solde net qui est à peu près stable et qui reste à un bon niveau depuis le premier trimestre 2021, après avoir été effectivement passé en négatif, mais très peu, au moment des confinements. Et on voit bien sur le cumul des pertes d'usines depuis le premier trimestre 2009 que depuis la fin 2020, on rattrape en fait. On a une baisse des pertes cumulées dans le nombre d'usines. On est passé d'un maximum qui était à plus de 600 en 2015. On est passé en dessous de 400 à la moitié 2022. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que sur une longue période depuis 2009, la part dans les créations d'emplois des différents secteurs, et si on prend l'industrie manufacturière, y compris traitement de l'eau, déchets, énergie, on voit qu'on a une part croissante. On était à peu près 20% en 2009 des créations d'emplois dans l'industrie manufacturière. Et on est aujourd'hui en 2022 à un tiers environ, après être passé à un maximum de 37% en 2020. Donc là encore, on a une industrie qui résiste, avec en revanche un secteur dont la part diminue, mais de façon constante, c'est le commerce. Qui en 2009 était un des secteurs qui résistait à la crise et qui continuait à créer pas mal d'emplois, avec dans l'industrie quelques sous-secteurs dont il y avait un grand boom du solaire et de l'éolien par exemple en 2009 qui était totalement à contre-courant. Mais là, le commerce passe de près de 20% des annonces de création d'emplois en 2009 à 9% en 2022. Et même si on inclut les activités de transport et de logistique, qui elles sont en hausse, hein, c'est la bande orange, l'avant-dernière en haut. L'ensemble commerce et distribution, donc commerce plus transport et logistique, passe de 24% à 17% des créations d'emplois. Donc voilà, on a sur moyenne période, voire sur longue période depuis 2009, une évolution massive qui fait que c'est difficile de voir comment va arriver la crise de 2023 que tout le monde pressent. C'est-à-dire qu'on a tous en tête un peu le modèle de 2009 où la crise se traduit par des fermetures d'usines et par l'industrie, alors que les services et les métropoles aussi tiennent le coup de façon liée. Là, ce qu'on peut dire, c'est que, 1, on voit pas les signes, et 2, ça intervient dans une configuration assez différente, où peut-être que la crise portera sur d'autres secteurs. Alors j'ai commenté ici quelques. On a dans notre base de données mondiale des informations sur les critères de l'usine du futur. Donc depuis mars dernier, on essaie de repérer dans les annonces d'investissement matériel, en fait, pas seulement industrie, mais production d'énergie, logistique et autres. On essaie de regarder 6 types particuliers de mesures liées à l'usine du futur et la modernisation industrielle. Donc toutes les mesures pour l'efficacité énergétique, toutes les mesures pour la numérisation des techniques de production, donc l'utilisation de lasers, de radars, de gestion informatisée des chaînes de production, des choses comme ça. Les efforts sociaux et territoriaux, donc ça c'est pour les salariés et l'insertion dans les territoires. Les efforts environnementaux, c'est tout ce qui est réduction de la pollution, et puis la flexibilité de la production. Et donc on a mis ce suivi en place en 2020. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte hausse des efforts environnementaux annoncés lors d'investissements industriels. On est passé de 3% à 10% des entreprises qui annoncent des efforts spécifiques pour l'environnement lors de leurs investissements industriels. Alors, c'est un peu abstrait,
On n'est pas non plus organisme de certification, donc nous, on se borne à mentionner le fait qu'il y a des efforts dans tel ou tel sens qui ont été annoncés. Donc on met une notation 0, 1, 2, c'est-à-dire 0, il n'y a rien. 1, il y a des choses qui ont été mentionnées par l'entreprise, mais on ne sait pas quelle est la portée réelle ou il n'y a pas de chiffre. Et 2, c'est ça nous paraît important, il y a une norme qui est visée. Donc voilà, ça permet à nos utilisateurs d'aller repérer des meilleures pratiques entre guillemets. Et donc là, par exemple, sur des entreprises qui annoncent des mesures d'efficacité énergétique ou pour l'environnement, on a ST Microelectronics qui a investi plusieurs millions sur son site du Rousset, uniquement pour réduire sa consommation d'énergie. Bon, on voit bien aussi quel est l'intérêt économique, hein. Mais ils vont réduire de 3000 MWh par an leur consommation d'énergie en installant un système de refroidissement un peu différent et plus performant. C'est la moitié de la consommation annuelle d'énergie de la tour Eiffel. Là, on a une brasserie qui a mis en place toute une gamme de mesures, donc 25% d'économie d'énergie en remplaçant son ancienne installation, la récupération de la chaleur, la refonte des logiciels pour un meilleur réglage des lignes de production, et l'économie de 50 000 mètres cubes d'eau par an. Donc on a vraiment des mesures qui sont extrêmement diverses et un suivi qualitatif de l'investissement industriel qui montre que ça bouge en fait. David, je vous coupe, il y a une question Oui. sur le chat. Agnès Colomb-Claire demande, pour 2023, quels secteurs pourraient être les plus impactés? Pensez-vous que l'industrie continuera à bien résister? Bah justement, c'est difficile en fait. C'est-à-dire que la conclusion de cet exercice semestriel, c'est qu'aujourd'hui, on voit pas très bien d'où ça peut venir. Donc là, j'arrivais sur les levées de fonds, par exemple. On voit qu'il y a à peu près 10% de moins de levées de fonds en nombre en 2022 qu'en 2021, et c'est assez frappant parce que c'est très régulier mois par mois. Mais le total des levées de fonds est supérieur. Donc aujourd'hui, on voit pas encore d'effet massif. Alors, si on regarde après les secteurs, il y a l'automobile il y a Stellantis qui a annoncé beaucoup de suppression d'emplois depuis le début de l'année. Mais là, ils vont annoncer cette semaine 500 créations d'emplois sur un site. Donc, c'est difficile en fait. C'est pas très lisible en fait. On voit pas beaucoup de signes de craquement qu'on pourrait attribuer à un secteur en particulier. Dans les grandes décisions d'annonce de suppression d'emplois de l'année, il y a aussi bien Stellantis que Getir qui a supprimé la moitié de ses emplois en France, donc 900 emplois, dans la livraison à domicile. Et une start-up de e-commerce classique. Donc c'est aujourd'hui pas évident de dire les difficultés vont venir dans tel ou tel secteur. Si je continue, un autre critère qui est intéressant, c'est la taille d'entreprise. Et donc là, j'ai mis le cumul des emplois créés et supprimés dans nos observations depuis 2009. Donc on voit les PME et micro-entreprises, c'est assez croissant régulièrement. Donc il y a juste des moments de freinage, alors évidemment en 2009 et puis en 2020 aussi. Les entreprises de taille intermédiaire, il y a une diminution plus franche en 2020. Et ce qui est frappant, c'est de voir que on a la même échelle en emploi net, hein, je l'ai gardé pour les grandes entreprises pour pas les gonfler artificiellement. Et donc on voit que d'une part elles sont très cycliques, et donc elles sont capables aussi bien d'aller violemment dans les suppressions d'emplois et de descendre assez bas dans le total des pertes d'emplois, que probablement de remonter aussi en termes de création d'emplois. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que depuis 2021, elles sont reparties dans une dynamique de progression. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça date un petit peu d'avant. C'est-à-dire que même si ça a été interrompu par la période du Covid, donc là on voit un grand creux à partir de 2020 qui aboutit à un solde négatif en 2021, c'est qu'elles avaient commencé à reprendre à partir de 2018. À rentrer dans une dynamique positive. Donc peut-être que c'est aussi le comportement des grandes entreprises, indépendamment du secteur, qui va jouer sur la forme que prendra la crise qu'on pressent tous pour l'année prochaine.
On a aussi un éclairage particulier sur les startups industrielles. Pourquoi? Parce que BPI France a décidé de travailler là-dessus notamment. Mais l'idée, c'est que si on veut aussi développer l'industrie, il y a pas mal de startups qui sont pas forcément dans le logiciel, la programmation ou autre, et qui ont des applications avec des débouchés potentiellement dans des produits industriels. Donc on peut déjà les trouver directement dans des secteurs industriels à travers la nomenclature classique de l'INSEE, mais on peut aussi, et notamment dans notre base, aller les regarder en prenant ce que nous on a superposé au classement à la nomenclature INSEE, c'est une nomenclature de type d'activité. Donc en plus du secteur INSEE, on rajoute pour chaque entreprise ou projet qu'on identifie, un classement par type d'activité, recherche-développement, logistique, production industrielle, ce qui permet à la fois dans un secteur comme l'automobile de différencier des projets logistiques, des projets tertiaires ou des projets de siège et puis des projets proprement industriels, même si clairement le secteur automobile dans son ensemble est un secteur industriel. Et en sens inverse, de regarder de façon homogène l'ensemble des projets logistiques, par exemple, qui viennent du commerce ou des industriels qui assurent leur propre logistique, indépendamment du secteur. Et donc, si on prend ce type d'activité, qu'on regarde les startups qu'on a classées, nous, dans une activité industrielle directement, ou bien dans une activité de recherche-développement, donc susceptibles de déboucher sur des produits. On a beaucoup de startups qui sont dans des secteurs considérés par l'INSEE comme des secteurs de services, par exemple les secteurs 71 et 72, recherche, développement, ingénierie, et qui travaillent sur des projets qui sont potentiellement industrialisables. Et donc le sujet, c'est d'abord d'identifier ces entreprises et puis de faire ensuite en sorte que soit elles trouvent des sous-traitants en France, en OEM, donc en marque blanche, soit elles arrivent elles-mêmes à fabriquer, ce qui suppose éventuellement la création d'incubateurs industriels ou de zones favorisant ce changement, cette mutation des startups qui sortent d'une phase de recherche-développement où elles peaufinent un produit et qui se lancent dans la fabrication. Alors, on a fait quelques cartes aussi pour montrer on s'est intéressé un peu à la question du foncier parce que c'est un des sujets dans la volonté de relancer l'industrie en France, c'est de trouver aussi des surfaces disponibles. Et donc là, on a cumulé par zone d'emploi les surfaces occupées dans les annonces d'investissement industriel qu'on a recensées depuis 2009. Donc ce qu'on voit, c'est que les surfaces cumulées les plus importantes ne sont pas du tout dans des zones métropolitaines, sauf par exception autour de Nantes, de Bordeaux, par exemple, mais bien dispersées dans des zones qui correspondent à des villes moyennes. On a comparé aussi cette concentration d'activité dans différents secteurs. Donc la carte de gauche, c'est la répartition de 5000 startups identifiées par nombre d'emplois créés. Et ce qu'on voit, c'est que là, pour le coup, c'est massivement métropolitain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, hein, mais elles ne sont pas concentrées et elles ne forment pas un réseau aussi dense. Et à droite, on a sorti un sous-ensemble, ce sont bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y avait une centaine de startups sur ces 5000 startups qui recherchaient de façon spécifique, qui mentionnaient une surface de bureau, probablement parce qu'elles avaient du mal à trouver de la surface. Et là, on voit qu'elles ne sont pas à Paris. Donc, ça veut dire aussi que quand une startup annonce qu'elle a besoin d'une surface de bureau, elle a déjà commencé à chercher ailleurs qu'à Paris, ou elle est ailleurs qu'à Paris. Peut-être que c'est aussi là des startups qui sont plus industrielles que d'autres. On a comparé avec d'autres types d'activités. Donc là, on est revenu sur les investissements industriels par surface de terrain accumulée, avec le même type de visualisation en courbe de densité, ou de chaleur. Et donc, on voit bien les Hauts-de-France ou les zones industrielles traditionnelles. On voit que Paris est très peu dense. On voit le Grand Est qui apparaît, et surtout le sud de l'Alsace.
David, c'est Belfort-Montbéliard là qu'on voit, non? Oui, tout à fait, ça descend jusque là. On voit la région centre aussi un petit peu. Alors que sur la recherche-développement, on a quelque chose qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est entre l'extrême concentration des startups et la plus grande diversité de l'industrie, avec notamment un gros point ici autour des 2500 emplois du centre de R&D de Clermont-Ferrand, de Michelin. Ça, sur la logistique et les points de vente, donc on a une répartition qui est extrêmement différente. À gauche, ce sont les points de vente. Alors j'ai mis les plus de 5000 m² parce que si on mettait tous les points de vente, y compris les tout petits, on avait une carte qui était entièrement jaune. C'est extrêmement bien réparti. Et à droite, ce qu'on voit, c'est les investissements logistiques avec uniquement les terrains de plus de 5 hectares. Donc là, on a une distribution avec des plateformes d'éclatement qui est où on voit la multitude de points de distribution avec une logique de couverture de l'ensemble du territoire. Et puis une carte sur les grands projets, toujours un peu dans l'idée de montrer que les grands projets. Alors ça, c'est les projets. On a pris ici une approche avec les projets qui nécessitaient plus de 10 hectares de terrain. Le premier secteur, c'est les industries alimentaires, donc il y a 9 projets, ensuite industrie chimique, ensuite les moteurs, fabrication de boissons. Ce qui est assez frappant, c'est que si on regarde dans notre base de données mondiale, ce que je montrerai après, les grands projets, c'est d'abord l'informatique et l'électronique qui ressort au niveau mondial, donc on a un retard sur ce sujet-là probablement. Mais on a une répartition de ces grands projets qui est extrêmement dispersée, qui est assez peu métropolitaine et qui recouvre aussi la concentration des projets industriels en général. Et donc ça, c'est sur les grands projets dans le monde. Alors là, pour le coup, on a près de 1500 projets qui disent avoir besoin d'une surface de terrain de plus de 50 hectares. Donc ça, c'est industrie et énergie. Donc il y a énormément de projets d'énergie en rouge et pas mal de projets d'éolien et de panneaux solaires aussi. Mais ce qu'on voit, c'est que d'abord, il n'y a pas en Europe une concentration aussi intense qu'aux États-Unis, à l'ouest ou à l'est en Asie. Et d'autre part, il n'y a pas non plus beaucoup de projets en France. On est un petit peu en retard par rapport à l'ensemble européen, qui est lui-même aussi en retard par rapport aux États-Unis et à l'Asie. Donc là, c'est une façon aussi de souligner cette question foncière en France pour l'industrie. Très clairement, on sait que pour les grands projets, si quelqu'un aujourd'hui, un industriel, cherche en France 200 hectares d'un seul tenant, ça n'existe pas en France, alors que ça peut se trouver ailleurs. Donc ça, c'est une façon de pointer un projet, un problème spécifique. Voilà un petit peu pour ce qu'on peut dire sur le premier semestre. La conclusion, donc j'ai diffusé ça comme d'habitude à des journalistes, donc il y aura peut-être probablement des articles demain. Et c'est vrai qu'en discutant avec certains d'entre eux, ils m'ont dit c'est quand même difficile de lire une tendance ou de voir quelque chose à travers vos données. Mais c'est vrai que c'est l'impression que ça donne, c'est qu'on est un peu suspendu, peut-être parce que la reprise avait été extrêmement forte. Il y a un ralentissement qui aujourd'hui est indéniable, mais il intervient à un niveau tel qu'il n'y a pas encore d'effet extrêmement douloureux. Donc la question, c'est de savoir jusqu'où on va descendre et quels secteurs vont être touchés. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire, c'est pas très lisible. Donc voilà, c'est une conclusion un peu mitigée, pas forcément très satisfaisante intellectuellement. Merci David. Justement, il y avait une question de Nadine Michel qui te disait, n'est-ce pas un peu inquiétant ce que vous dites? Ce manque de lisibilité sur les secteurs qui pourraient être impactés, comment conseiller dans ce contexte les PME, TPE industrielles? Quel plan de sauvetage en préparation pour éviter les destructions d'emplois en 2023? Donc effectivement, ce que tu nous dis n'est pas encourageant. Après,
on regarde ce qui se profile un peu, notamment la dynamique inflationniste, par exemple. On peut supposer que le taux d'épargne des ménages va augmenter, donc du coup, ça va avoir un effet sur les dynamiques de consommation, et que peut-être un peu dans le prolongement de ce qui s'était produit en 2020 avec les confinements, la consommation étant en berne, notamment les dynamiques commerciales de tous ces secteurs d'activité qu'on appelle, dans le langage de l'INSEE, l'économie présentielle ou l'économie de proximité, va être impactée. Et ça, c'était d'ailleurs une des grandes singularités de la crise du Covid, de l'année 2020, c'est que l'économie de proximité a été autant impactée du point de vue de l'emploi que les secteurs productifs concurrentiels. Donc on était bien sur une crise économique à la fois de l'offre, mais aussi de la consommation. Donc là, voilà, avec cette dynamique hyperinflationniste, ça, c'est peut-être quelque chose qui va frapper des secteurs d'habitants plutôt abrités. Donc ça, nous, en tout cas, à l'Observatoire, on va le suivre. Et quant après aux grands secteurs industriels, etc., toi, tu vois pas encore de signaux. Il est vrai que les prix de l'énergie, parce que les carnets de commandes étaient encore très bons. Là, bon, j'ai vu il y a quelques indices, le moral des chefs d'entreprise est encore plutôt bon. Les carnets de commandes étaient encore plutôt bons. Mais je crois qu'effectivement, là, aujourd'hui, ce qui pose au moment présent question, c'est les coûts de l'énergie, quoi, qui grèvent la capacité de production. On en a parlé, quoi, des verriers ou des entreprises comme celle-ci. Donc c'est vrai que là, on a vu clairement à vue, on rentre dans des formes de crise multiples qui rendent l'exercice de prédiction assez délicat, quoi. Ça, c'est clair. Et puis, il y avait Bah, une autre question. oui. Pardon, vas-y, David. Non, mais moi, je réfléchis à voix haute là, mais c'est à se demander si on peut pas avoir une crise de revenus, par exemple, plus qu'une crise des entreprises ou de l'emploi structuré du secteur concurrentiel, comme tu disais. Euh, et tu l'as un peu abordé aussi en mentionnant la rapidité du rebond en 2021, c'est que il y a quand même eu des leçons qui ont été tirées de la crise de 2009 où les entreprises avaient été relativement peu soutenues. Et où on avait mis 2-3 ans à repartir. Là, avec le PGE notamment et les différents plans d'intervention, la reprise a été extrêmement forte et rapide. La question, c'est aussi de savoir est-ce qu'il y aura les budgets, la volonté budgétaire, si jamais les pertes d'emploi ou les difficultés devaient s'accumuler, pour transformer le PGE, par exemple, en participation ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre ou pas? Surtout que le taux d'endettement des entreprises a aussi considérablement augmenté avec la première crise du Covid, donc et fragilisé certaines entreprises. Donc on sort à peine d'une crise qu'on rentre dans une nouvelle qui pourrait être encore plus violente. Donc c'est ça la grande difficulté. Il y avait juste une demande de Charlotte Descamps sur est-ce qu'il serait possible d'avoir tes chiffres détaillés sur les pourcentages de création d'emplois par secteur. Tu sais que tu as présenté un peu au début de ta présentation. Vous voyez ce graphique, on voit un peu les parts, mais pas de manière hyper précise. Charlotte serait très intéressée pour avoir les chiffres détaillés. Et puis, non, et pas d'autres questions. Est-ce que Isabelle ou Charlotte, vous voulez Si, alors poser une peut-être sur question à la David? question comment conseiller les PME, TPE industrielles. Ce qu'on voit, en tout cas, je vais pas juger la gestion de ces entreprises, mais on voit beaucoup de PME qui profitent du fait qu'il y a encore du crédit et des taux d'intérêt pas trop élevés pour investir et essayer de se positionner sur un deuxième secteur d'activité, c'est-à-dire celles qui sont très axées sur l'aéronautique, par exemple. Essayer de travailler pour l'automobile, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est peut-être de leur conseiller de ne pas être trop dépendante d'un seul client et de profiter du fait qu'il y a encore un peu de crédit, même si ça pourrait se resserrer fortement, et ça pourrait être aussi un des moyens d'apparition de la crise. Profiter qu'il y a encore du crédit pour se moderniser, en fait, et pour aller vers la capacité de servir plusieurs marchés plutôt que d'être dépendant trop fortement. Privilégier la diversification. On a un commentaire de Nadine Michel qui nous dit très intéressant la cartographie des projets d'investissement industriel en France et dans le monde. Cela donne un peu d'espoir à nos efforts communs pour la réindustrialisation. C'est bien Nadine, si elle vous
Elle vous remonte le moral, cette carte. Moi, elle m'a plutôt déprimé parce qu'on a vu une forte densité d'investissement en Espagne et au Royaume-Uni. Et nous, quand même, on était un peu le parent pauvre. David, je me trompe sur les investissements à l'échelle mondiale. Oui, On voit une c'est zone blanche quand même en c'est France, là. vrai, mais on part de bas, donc quand on se compare, c'est vrai qu'on voit encore ce qui reste à faire, mais ce qui se passe depuis 2009 est quand même encourageant. Ouais. Ok. Alors, je crois qu'il y a une Oui, dernière question ouais. peut-être de... Oui, Non, Isabelle? moi j'avais peut-être. Oui, non, c'était juste une remarque. On est très intéressé par ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est-à-dire l'impact de la crise énergétique. Ça a bien regardé effectivement soit l'impact sur les relocalisations, l'impact sur le développement, enfin voir comment les entreprises vont s'ajuster. Euh, enfin, tout ça nous intéresse beaucoup. Et puis l'impact de ce qu'on avait un peu regardé quand était intervenu Olivier dans le séminaire sobriété, l'impact sur les territoires quoi, de l'énergie. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est Ouais. ça qui est déprimant, c'est qu'avec ce contexte et cette inflation énergétique, on sentait quand même, enfin tu me contrediras David si je me trompe, mais entre les efforts politiques, tous les programmes, notamment territoire d'industrie, une volonté qui commençait à devenir effective de réindustrialiser le pays, et là, crise énergétique, ça va mettre un coup de frein dans la dynamique. Après, les experts, notamment Anaïs Voigilis dit que la tendance est là. Elle sera peut-être un peu mise entre parenthèses avec la crise qu'on traverse, mais la dynamique est lancée. Mais c'est vrai que est-ce que nos secteurs industriels vont résister ou pas? C'est un peu la grande question, quoi. Et c'est là où je pense qu'effectivement des mesures gouvernementales vont à nouveau s'imposer, qui ont déjà commencé à être prises d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais voilà, oui, on navigue à vue, quoi. Ça, c'est ça la grande complexité du moment. Ça va aussi Ouais. dépendre de Très la bien. durée, pardon, de la hausse de cette hausse des prix de l'énergie parce que là, il y a 2 semaines, il y a les papeteries de Saint-Michel à Angoulême qui ont annoncé qu'elles gelaient une partie de leurs activités. Mais il n'y a pas de licenciement. Donc, elles vont en profiter pour moderniser leur outil de production, ce qui veut dire qu'elles ont de la capacité d'investissement et qu'elles attendent que les prix de l'énergie se stabilisent. Mais si cette stabilisation vient pas dans 6 mois, mais dans 3 ans, c'est clair qu'elles pourront probablement pas conserver les effectifs en surnombre pendant 3 ans. Donc, ce qui est concevable sur éventuellement 6 mois, avec le PGE et des entreprises qui sont restées dans un bon état financier aujourd'hui, sera probablement remis en question si ça dure. Juste à l'issue de ces échanges, on a beaucoup pointé donc la carence ou les difficultés en matière d'énergie. Moi, je vais faire un peu aussi, je vais repasser une couche sur tout ça. Je pense qu'il faut aussi qu'on croise avec une autre raréfaction qui se fait de plus en plus, c'est le foncier. Et quand on est sur une logique de recherche d'implantation sur plus de 50 hectares, on a mené une étude au niveau de nos adhérents à Intercommunalité de France. On n'a quasiment plus aucun territoire ou très peu qui sont en capacité d'offrir des fonciers de ce type. Ce qui veut dire qu'on est de moins en moins en train de rêver d'une hypothétique arrivée miraculeuse d'une implantation de niveau mondial, mais plutôt en train de se dire qu'il faut accompagner le parcours de nos entreprises en endogène, celles qui sont déjà là, et comment on fait pour les bichonner et faire en sorte qu'elles aient les conditions, notamment en termes de compétences. On en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que c'est plus tendu aujourd'hui qu'avant en termes de recrutement? Ça, c'est toujours un vrai débat entre le subjectif et l'objectif. Mais bon, il serait intéressant aussi de croiser ces réflexions énergétiques avec les tensions en matière de foncier, parce que ça nous donnera aussi une cartographie peut-être un peu différente en termes de fragilité et de capacité ou pas à continuer d'accueillir et même au-delà d'accueillir, surtout préserver et renforcer le tissu et l'armature industrielle et économique existante. Parce que lâcher la proie pour l'ombre, c'est toujours un peu risqué en fait. On pourrait croiser des données avec les nouveaux fichiers qui sont sortis sur le foncier, alors qu'ils sont toujours critiqués à des niveaux fins, ils sont pas parfaits, mais notamment le dernier en date du CEREMA, là,
pour essayer de mettre en perspective, enfin, essayer de cartographier les risques et les fragilités au regard du foncier potentiellement disponible. Ça pourrait être Oui, une première piste. Exactement, parce qu'on voit des secteurs en très forte croissance industrielle. Qu'en est-il de leur capacité à moyen terme à poursuivre sur cette lancée en termes fonciers, en termes fonciers notamment. Enfin voilà, ça me paraît intéressant d'avoir aussi ce croisement de regards, puisqu'on a là encore une perspective de pénurie qui s'annonce ou de flambée des coûts. Alors que la question de la formation et de la disponibilité de la main-d'œuvre, qui existe aussi, hein, est beaucoup plus connue et analysée et débattue. Et puis c'est pas une ressource finie en fait, le capital humain. C'est vrai. Enfin, c'est une pas une ressource idéale. Et on met pas les gens dans des cases comme ça, on les déplace pas d'un coin à l'autre de la France d'un coup de baguette magique. Mais le foncier, c'est du dur, quoi. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est vraiment l'heure d'aller déjeuner. Juste donc merci donc à David, Charlotte et Isabelle. Merci à Laura. Merci à tous pour vos questions. Donc, le prochain webinaire le 28 septembre sur l'impact de la crise sur la finance et fiscalité des collectivités. Donc là, tout un programme très technique. D'ailleurs, l'Observatoire ne présentera pas de travaux. Nous aurons Mathieu Leprince, un universitaire spécialisé sur ces questions, la Fondation Cournot, qui a travaillé notamment pour l'Institut pour la recherche sur ces questions, et la Banque Postale, qui va nous présenter aussi des travaux qu'ils ont conduits. Donc un séminaire probablement très technique, mais on espère vous retrouver nombreux. Et puis en novembre, donc avec certitude, celui avec le shift sur la résilience des territoires. Et puis juste pour finir, on va publier 2 notes là. Charlotte, il faut qu'on se bouge. Celle sur l'industrie. Et on est en train d'enregistrer. non, on est co-responsable. Et une autre qu'on est en train d'écrire sur l'impact de la crise sur les marchés du travail. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup. Bravo. Au revoir. À bientôt.